meinen Tränen sprießen viel blühende Blumen hervor. Und meine Seufze werden ein Nachtigall. Moi, je leur conseillerais de faire de la médecine, bien sûr. Parce que la médecine, ça ouvre beaucoup de portes. Ça ouvre la porte de la médecine clinique, c'est sûr, mais ça ouvre la porte de la recherche. Et puis quand on peut combiner maintenant les deux, c'est encore mieux. Donc oui, moi je pense qu'il faut faire de la médecine. C'est vraiment un métier fantastique. C'est génial. On a eu de gros privilèges de pouvoir faire ça. Gros privilège. Je ne sais pas si c'est un roman, mais comme toujours, beaucoup de hasard et pas mal de passion. Je dirais beaucoup de hasard. Hein. C'est vrai que quand on... Mais c'est rétrospectif. Quand on est sur le moment, on ne se rend pas compte qu'on est victime du hasard. Mais là, beaucoup de choses font que je suis devenu un chercheur, un néphrologue, un petit peu clinicien, mais surtout chercheur. Beaucoup d'événements qui n'étaient pas contrôlés. C'est ça qui est fantastique. Mais il faut quand même un peu de passion. Il faut aimer ce qu'on fait. Et cette combinaison des deux fait que finalement, on arrive où on est. Donc, ma détermination à faire de la médecine, bon, celle-là était peut-être pas du hasard, elle était un peu programmée par mon histoire familiale, du fait que j'avais perdu mon père, qui était neurochirurgien brillant, promis un avenir académique à Lausanne pour développer la neurochirurgie. Il avait été formé chez Harvey Cushing. Je ne sais pas s'il y avait aussi quelque chose déjà de programmé, puisque Cushing a décrit le syndrome de Cushing, qui est quand même a une certaine importance du point de vue du contrôle de la pression artérielle. Mais il était revenu des États-Unis pour introduire la neurochirurgie en Suisse, en fait, et à Lausanne, qui n'existait pas à l'époque. Et il est mort en été 42 d'une poliomyélite, en 3 jours. Ça paraît incroyable, mais à l'époque, c'est ce qui se passait. Il y avait des grandes épidémies de polio en été, et les gens mouraient comme des mouches, ou bien restaient paralysés et invalides. Lui, il est mort de paralysie respiratoire. Il n'y avait pas de poumon d'acier, comme on disait à l'époque. Ce qui fait que, voilà, moi, je n'ai jamais connu mon père, mais évidemment, ça m'a donné une image très importante de la médecine et de la chirurgie. Et évidemment, je voulais faire comme lui. Donc, chaque fois qu'on montrait une photographie de lui ou de Harvey Cushing, ma mère me montrait ça, je me disais, oh, il faut que je fasse ça, je fais de la médecine. Ce n'était pas toujours bien accepté par ma famille, du côté paternel, parce qu'ils pensaient que je n'étais pas doué finalement assez, que j'avais une bonne mémoire, mais c'était peut-être pas forcément suffisant pour faire de la médecine. Ils avaient peur que ça dure trop longtemps, etc. etc. Donc voilà, finalement, moi là, j'ai persisté, j'ai signé, j'ai fait mes études à Lausanne et c'est comme ça que je suis entré en médecine. Donc la médecine, au début, m'intéressait du point de vue clinique, mais pendant mes études, déjà, j'avais un intérêt pour la recherche. Et je voulais en fait faire de la recherche. Ça, je ne sais pas très bien pourquoi exactement. Je ne pourrais pas le dire. Mais ceci fait qu'à la fin des études de médecine, à l'époque, ce qui est moins le cas maintenant, pratiquement tous les médecins, en tout cas en Suisse, à Lausanne, faisaient 1 année ou 2 ans en recherche. Ils faisaient de la physiologie, ils faisaient de la biochimie, ils faisaient de la pathologie. Et moi, j'ai fait de la physiologie, j'ai fait une thèse de recherche expérimentale en physiologie parce que j'étais vraiment intéressé à faire de la recherche. Et là, j'ai eu une grosse surprise, c'est que bon, la recherche en tant que telle, l'approche expérimentale, ça me fascinait et j'étais extrêmement intéressé à faire les expériences, ça me fascinait. J'aimais beaucoup
de travailler sur des hypothèses de travail qu'on peut tester expérimentalement. Mais le problème, c'était l'ambiance du laboratoire qui était désastreuse. J'avais un mentor dont je ne citerai pas le nom qui était extrêmement tyrannique, qui imposait des choses très très difficiles à supporter dans le laboratoire, pas uniquement moi, mais tous mes collègues. Donc on souffrait psychologiquement énormément, ce qui fait qu'au bout d'une année et demie, je me suis dit, peut-être que la recherche, si c'est comme ça, il fait mieux de faire autre chose. Et puis, quand on a fait la médecine, comme vous le savez, on a la chance de pouvoir faire de la clinique. La clinique m'intéressait aussi, donc là, j'ai eu de la chance de pouvoir faire de la médecine interne à l'hôpital cantonal universitaire de Genève. Et ça a été de nouveau un tournant important, parce que là se trouvait comme chef du département de médecine Alex Müller, qui était un mentor extraordinaire, d'un dynamisme fantastique. C'était un excellent médecin, mais c'était un physiologiste, un physiopathologiste, avec capacité d'enthousiasmer les élèves et ses assistants de façon extraordinaire, parce qu'on apprenait vraiment la médecine comme on doit l'apprendre, basée sur la physiologie et la physiopathologie, et pas faire n'importe quoi. Donc c'est un enseignement tout à fait remarquable. Et puis voilà, après 2 ans de formation, je m'entendais bien avec lui. Il m'a proposé d'aller. Il m'a dit qu'est-ce que vous voulez faire. Moi je ne savais pas tellement finalement, tout m'intéressait. Donc j'avais fait une thèse dans le domaine de la neurophysiologie. Je me suis dit il faut peut-être changer d'étage. Et le rein, c'est pas plus mal. D'autant plus que Alex Müller avait quand même établi déjà une tradition intéressante dans le domaine de l'endocrinologie et de l'aldostérone. Et ça, c'était vraiment un petit peu le domaine du département de médecine à l'époque. Il faut voir que c'était dans les années, début des années 50. En 1953, Simpson et Tate avaient finalement identifié l'aldostérone avec une approche extrêmement difficile de purification, etc. Et je crois une année plus tard, ou très vite après, Reichstein à Ciba-Geigy, qui avait découvert le cortisol et synthétisé le cortisol, ou le cortisone, avait réussi à synthétiser l'aldostérone. Donc pour la première fois, on avait la molécule synthétique pure. Et donc on pouvait vraiment tester si Simpson et Tate avaient raison et que c'était bien l'aldostérone qui était l'hormone. Et donc les premières études chez l'homme ont été faites évidemment à Genève, dans la clinique de Mack et Müller, qui était à ce moment-là, je pense, chef de clinique. Et ça s'est fait sur des volontaires humains, que vous traduisez bien sûr par des étudiants de médecine complaisants, qui acceptaient de se faire injecter de l'aldostérone et puis de voir ce que ça faisait sur le rein. Donc la première fois, on pouvait démontrer l'effet natriférique de rétention de sel chez l'homme avec une hormone totalement pure. Ce qui fait que le département de médecine de Genève s'était fait déjà une très bonne réputation dans le domaine de la physiologie et la physiopathologie de l'aldostérone. Puis l'autre élément, ça c'est dû aussi évidemment à l'enthousiasme d'Alex Müller, qui était très communicatif. Quand on avait des cas exceptionnels, la médecine est quand même faite, au point de vue de l'enseignement, elle est faite par les cas, les observations de cas Princeps, qui sont exceptionnels, qui sont très rares. Alors on vous dit toujours, ouais, c'est très rare, donc c'est pas important. Non, c'est très important parce que ça vous dit beaucoup sur la physiologie et la physiopathologie. Et je me rappelle que Alex Müller parlait toujours de ce cas qu'il avait vu et diagnostiqué à Genève d'une famille italienne. Qu'il avait été très fier parce qu'il avait diagnostiqué le syndrome de Liddle, un syndrome de Liddle. Maladie extrêmement rare. Il y a peut-être maintenant 30 familles identifiées dans le monde entier, mais à l'époque, il y en avait bien sûr encore moins. Et alors, il nous expliquait la physiopathologie du Liddle. Mais à l'époque,
on ne savait rien. On utilisait déjà des diurétiques, on savait que les Lidl répondaient bien, l'hypertension du Lidl répondait bien à un diurétique comme le triamtérène ou l'amyloride, mais pourquoi ça ne répondait pas à la spironolactone, pourquoi c'était spécifique au diurétique, aucune idée. Le canal au sodium, ça n'existait pas. Donc c'était encore, c'est à mon avis l'exemple typique, le Lidl, c'est d'une description clinique extrêmement bien faite d'un seul cas qui ouvre un domaine. Les prédictions faites par Lidl à l'époque sont révélées toutes correctes et c'était basé sur une simple observation d'un malade dans une chambre pendant 3 ou 4 jours. On le mettait sans sel, avec du sel, et on regardait la pression sanguine, des choses très simples. Et l'aldostérone, bon, elle avait été mesurée, parce qu'à l'époque on croyait que la plupart de cette symptomatologie était due à un hyperaldostéronisme. Donc on cherchait en fait des tumeurs à syndrome de Cohn. Et puis donc on cherchait s'il y avait une hypersécrétion d'aldostérone. On ne pouvait pas la mesurer dans le plasma, mais on pouvait la mesurer dans l'urine. Et le cas Princeps de Lidl, qui a été décrit par Lidl aux États-Unis, à Vanderbilt, en fait, était une malade qui avait été référée à Vanderbilt par le département de médecine de Birmingham à l'époque, en Alabama. Pourquoi? Parce que c'était le seul endroit, Lidl avait développé le seul endroit aux États-Unis à l'époque où on pouvait mesurer l'aldostérone dans l'urine. Et la grande surprise, c'était que l'aldostérone était, au lieu d'être élevée, comme il s'y attendait, elle était basse. Et c'est ça qui a démontré que c'était une maladie, enfin disons, qui a conduit à l'hypothèse que c'était une maladie d'origine rénale. Alors voilà, tout ceci fait qu'il y avait pas mal d'intérêt sur l'aldostérone à l'époque, que l'aldostérone faisait un joint avec la néphrologie. Et alors Alex Müller m'a dit, ah bon, bah, si vous voulez faire de la néphrologie et de l'endocrinologie, il faut aller étudier le mécanisme d'action de l'aldostérone, ou l'aldostérone en général. Alors il m'a donné une liste parce qu'il avait beaucoup de relations internationales. Lui avait été formé au Massachusetts General Hospital, donc il connaissait Alex Leaf, il connaissait toutes sortes de grands noms de l'endocrinologie et de la néphrologie à l'époque. Et alors il m'a donné une liste de 12 centres réputés, dont Alex Leaf au MassGen. Donc, en fait, à Genève, tout le monde voulait aller au MassGen. Parce que c'était vraiment là où le patron avait été, donc il fallait aller au MassGen. Et puis, il y avait sur la liste quand même, il y avait UCSF, il y avait San Francisco. Je ne connaissais pas San Francisco, sauf par les films et par les photos. Et puis, il se trouve que j'ai écrit 12 lettres identiques. Et par retour du courrier, je reçois une réponse de Isidore Edelman à San Francisco. Et je me suis dit, ah, ça c'est bien quand même. Il me répond tout de suite. Les autres ont mis quelques semaines. Ils ont tous répondu positivement. C'était normal parce que je venais avec une bourse du Fonds national. Donc ils étaient très contents d'avoir un pauvre étudiant suisse qui arrivait avec son argent, comme tous les Américains savent faire. Et puis, donc toutes les réponses étaient positives. Et puis après, il fallait choisir. Mais je me suis dit, wow, San Francisco, c'est une belle ville. Ça compte. Et puis, ça a l'air, la Californie, ça a l'air pas mal non plus. Et puis, bon, ben, Isidore, je connaissais ni d'Ève ni d'Adam, bien sûr. Pourquoi pas? Alors voilà, c'est comme ça qu'un hasard, ouais. De nouveau, j'aurais pu choisir Alex Leaf, et puis j'ai pas choisi Alex Leaf. J'ai choisi Isidore Edelman. Pourquoi? Parce qu'il m'avait envoyé une lettre par retour de courrier, que je pensais qu'il s'intéressait plus à moi que les autres. De fait, ce n'était pas vrai du tout, parce qu'une fois que j'étais dans le laboratoire d'Edelman, j'ai pu constater que, en fait, non, lui, il n'écrivait jamais, il répondait jamais, et en fait, il n'aurait pas dû répondre à ma lettre, mais pour une raison que je n'ai jamais élucidée, il avait répondu rapidement, je ne sais pas, il avait besoin de quelqu'un, et donc voilà, c'est comme ça que j'étais à San Francisco. C'est comme ça, c'était le début de ma carrière, mais c'est clair que la clinique. Et là, je me retourne vers Pierre, la clinique prime, comme on dit,
pour moi, comme médecin, la clinique a été vraiment très importante. D'abord chez Alex, et ensuite à San Francisco aussi, parce que Isidore Edelman, il n'avait pas de place dans son labo quand je pouvais y arriver en 71. Donc il m'avait dit, oui, ben, il faut faire un petit peu de néphrologie clinique. Donc mon début à San Francisco, ce n'était pas la néphrologie expérimentale, c'était en néphrologie clinique, qui était dirigée à l'époque par Larry Early, qui n'a pas fait une énorme, disons, pas acquis une visibilité extraordinaire, mais qui était un très bon chef de division rénale, et dont un des professeurs assistants était Bob Schreier, qui a fait quand même une carrière considérable dans la néphrologie. Il était professeur assistant, très jeune, pratiquement plus jeune que moi, parce que nous, on était toujours un peu en retard dans nos carrières. Puis les Américains étaient toujours très actifs. Et puis je me rappelle toujours, ça c'était vraiment extraordinaire. L'arrivée à l'hôpital, à San Francisco, on avait débarqué le matin, la veille à l'aéroport de Oakland, parce qu'évidemment on n'avait pas d'argent pour prendre un billet régulier d'avion qui allait à l'aéroport de San Francisco, donc on avait un charter qui partait de Luxembourg, qui s'arrêtait à Amsterdam, puis qui arrivait finalement à Auckland à 4 h du matin. Et puis on était arrivés là avec toute la famille, ma fille, mes 2 filles, ma femme. On était vraiment dans un état assez lamentable et je devais aller retrouver Bob Schreier le lendemain matin à l'hôpital. J'avais rendez-vous pour la suite. Et j'arrive dans son bureau, je vois ce jeune professeur assistant, joueur de basketball, dynamique, bronzé, fantastique. Et il commence à m'expliquer d'abord que j'aurais dû arriver en juillet, puis que j'étais en octobre, donc j'étais très tard pour commencer ma formation comme Renal Fellow. Ça, j'ai pas compris qu'il disait ça, parce qu'il parlait en américain. Et je n'avais pas fait d'anglais à l'école, j'avais fait du latin, du grec, donc grave erreur. Donc je comprenais rien de ce qu'il me racontait. Et je disais oui, 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 oui. Et puis à la fin de l'entretien, il me dit, ouais, well, Bernard, you're on call tomorrow. Et puis on call, c'est même pas ce que ça voulait dire, mais j'ai vite regardé. Donc ça voulait dire que j'étais de garde pour le lendemain. C'était vraiment épique, parce que on m'appelait au téléphone, je comprenais rien. Et ensuite, il fallait interroger les malades, etc. Enfin, mais j'étais obligé de le faire, donc ça m'a forcé à apprendre l'anglais un peu plus vite que si j'avais été dans un laboratoire, je crois. Donc ça a été... Et puis alors l'expérience néphrologique là était fantastique à UCSF à l'époque, parce qu'il y avait des très bons néphrologues cliniques, il y avait déjà un centre de transplantation extrêmement actif. Moi, j'arrivais de Genève, on était extrêmement fiers parce qu'on avait fait la première transplantation rénale en Suisse. Et je me rappelle les précautions qu'on avait prises pour choisir ce cas, etc. Il fallait évidemment... C'était pas question de prendre quelqu'un qui avait du diabète, qui était âgé, etc. Il fallait prendre un jeune en bonne santé qui méritait une transplantation rénale. Et puis moi j'étais quand même très très fier qu'à Genève on ait pu faire ça, bien sûr. J'arrive à San Francisco, ils commençaient déjà à transplanter les diabétiques, tout le monde, c'était un autre monde. Hein. La même chose à Genève, j'avais vu peut-être un cas de néphrite lupique, de lupus érythémateux. On avait trouvé ça extraordinaire. J'arrive à San Francisco, il y avait une clinique avec une trentaine de cas de lupus qu'on a commencé du reste à étudier avec certains de ces cas, avec Bob Schreier qui s'intéressait beaucoup au métabolisme de l'eau, à la vasopressine et à l'hyponatrémie. Et en fait, on a fait une étude de physiopathologie clinique sur ces malades qui souffraient d'hyponatrémie sévère. C'est ma seule étude clinique que j'ai jamais faite, mais j'ai eu beaucoup de plaisir parce que ça montrait ce qu'on pouvait faire en étudiant des malades. Et
quand même, ça débute. Et puis, ouais, de montrer la physiopathologie de nouveau, de montrer qu'on pouvait corriger ce défaut basé sur une hypothèse physiologique correcte, qui était basée sur ce qu'on savait de la clearance de l'eau libre. Et Bob Schreier avait émis l'hypothèse que si on bloquait la clearance de l'eau libre en inhibant la réabsorption de sel dans le thick ascending limb, le TAL, comment est-ce qu'on dit en français, je ne sais pas, l'anse ascendante de Henle, eh bien, on allait augmenter la clearance de l'eau libre et que par conséquent, on devait pouvoir corriger les hyponatrémies sévères qui pouvaient causer une symptomatologie aussi très sévère. Donc, pour autant, bien sûr, qu'on réinjecte au fur et à mesure les pertes de sel mesurées dans l'urine. Donc l'idée, c'était toutes les heures, on collectait les urines du patient. Et une de ces patientes était une malade qui souffrait de lupus érythémateux, d'atteinte rénale lupus érythémateux. Et on mesurait la quantité de sel, c'est moi qui faisais ça. Et puis on calculait rapidement ce qu'on devait réinjecter. Et heure par heure, on compensait les pertes de sel. Exactement, et on pouvait démontrer qu'en 6 heures, on corrigeait l'hyponatrémie. C'était une magnifique démonstration de la clearance, disons, de l'importance de la clearance de l'eau libre et comment on pouvait la modifier avec un diurétique comme le furosémide. Voilà, on était dans cet environnement clinique, expérimental, génial. Il y avait aussi, on ne savait pas à ce moment-là qu'il deviendrait aussi célèbre, mais il y avait Barry Brenner, qui était un jeune professeur assistant au VA, Veteran Administration Hospital, donc à San Francisco, et qui était en train de mettre, disons, d'établir les paradigmes de l'ultrafiltration. Donc il y avait tous ces gens, c'était vraiment une ambiance extraordinaire. Oui, donc je pense que j'en ai eu que 2, mais ça suffit. 2, ça suffit. Donc le premier, j'ai mentionné, c'était Alex Muller, qui m'a donné l'envie d'aller dans la direction de la néphrologie. Et puis le deuxième, ben, c'était Isidore Edelman, dans le laboratoire duquel j'ai passé 2 ans. Donc un séjour très court, mais de nouveau là, c'était assez typique de l'ambiance des laboratoires américains, qui est peut-être ces laboratoires extrêmement actifs, interactifs, où on a l'impression qu'on est en train de créer des nouvelles choses. Hein. Disons, ce qu'on n'avait pas tellement l'impression en Europe. À cette époque-là, on se disait que c'était quand même l'attrait des États-Unis à l'époque, c'était ça. Hein. C'était l'action, ça se passe là-bas, et il faut aller dans ces labos pour apprendre. Bon, Isidore Edelman, c'était un mentor, comment le caractériser? C'était bon, quelqu'un d'extrêmement intelligent, visionnaire, c'est ça, je pense, sa caractéristique. Il avait une vision extraordinaire de dans quelle direction il fallait aller. Il avait, bon, lui-même avait un parcours assez extraordinaire. Hein. Il était juif new-yorkais. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, il avait été, je me rappelle bien, il avait fait de la psychiatrie au sein de l'armée américaine. Et là, il avait commencé à faire des études qui n'avaient rien à voir avec la psychiatrie. Mais bon, ça l'avait de toute façon, je crois, dégoûté de la psychiatrie. Ce qui fait qu'après, il a commencé à s'intéresser au métabolisme du sel et de l'eau. Et il racontait toujours son expérience personnelle d'une étude qui a conduit à ce qu'on a appelé l'équation d'Edelman, dont Alex Muller nous parlait aussi. Il avait étudié en fait
les compartiments ioniques chez l'homme de sodium de sodium et de potassium en utilisant des isotopes radioactifs. Et c'était là que l'armée américaine avait joué son rôle parce qu'ils produisaient ces substances radioactives et lui les avait utilisées pour ses études de physiologie pour déterminer le compartiment cellulaire ou extracellulaire du sodium et du potassium. Alors il racontait toujours que c'était quand même des isotopes qui étaient assez actifs. On ne pourrait plus faire ces expériences à l'heure actuelle, c'est exclu. Et qu'ils pouvaient suivre en fait les malades à la trace, parce qu'ils étaient très radioactifs, les malades. C'était aussi des volontaires, hein, plus ou moins. Mais ceci a permis à Edelman d'établir en fait les compartiments cellulaires, extracellulaires, sodium et potassium, avec une équation qui s'appelait l'équation d'Edelman, qui était très simple pour calculer l'osmolarité et la distribution des ions dans ces compartiments. Donc ça, c'était son point de départ, Edelman. Et puis après, comme toujours, la science, ça se construit sur les épaules des précédents. Ça, je trouve que c'est très intéressant du point de vue de l'histoire de la recherche aussi. Jean Crabbe, qui était un jeune postdoc à l'époque belge, et qui avait été dans le laboratoire d'Alex Leaf, donc le laboratoire à Boston où je n'ai pas été, et Alex Leaf avait développé un modèle expérimental qui était la vessie urinaire du crapaud pour mesurer le transport de sodium. C'était un modèle qui était un petit peu supérieur au modèle de Houssing, le modèle classique de Houssing qui était la peau de la grenouille, parce que la vessie du crapaud avait vraiment pas mal de propriétés du tubule rénal distal. Elle répondait à la vasopressine et Jean Crabbe avait montré qu'elle répondait à l'aldostérone dans ces conditions expérimentales. Mais contrairement à la vasopressine qui activait le transport de sodium en quelques minutes, ou augmentait la perméabilité de l'eau en quelques minutes, il fallait 1 heure, 2 heures avant de voir l'effet de l'aldostérone. Et quand Jean Crabbe avait montré ses résultats à Alex Leaf dit « ça n'existe pas, c'est un artefact, je ne veux pas publier avec vous ». Jean Crabbe était retourné à Bruxelles et il avait publié à compte d'auteur seul dans Nature. Et c'est devenu un grand classique, comme quoi les mentors ne sont pas toujours supportifs de votre recherche, mais Isidore, lui, il y avait cru à l'histoire. Et Isidore, il avait réussi à expliquer par une série d'expériences que cette période de latence, elle était due à la synthèse de protéines. Et il avait proposé alors son modèle génomique de l'action de l'aldostérone, qui impliquait que l'aldostérone se liait à un récepteur, ce récepteur allait dans le noyau, et puis ensuite stimulait la synthèse d'ARN et de protéines, et que ces protéines ensuite modifiait le transport de sodium. Ça, c'était l'hypothèse d'Isidore Edelman, et évidemment, on travaillait sur cette hypothèse de travail. Une hypothèse très simple. À l'époque, les cartoons, c'était très simple, mais il s'est révélé, c'est ça qui est la beauté de la recherche, c'est que quelquefois une hypothèse très simple est valable et reste valable, et en fait, ça a mis du temps, mais elle a été, disons, validée sur les 40 années de recherche qui ont suivi la proposition de... Donc, Edelman, c'était un visionnaire il avait compris exactement dans quelle direction il fallait aller et il était évidemment, comme tous ses mentors, ces gens-là sont capables de vous enthousiasmer, de vous donner la passion et de continuer dans la même direction. Il m'a aussi appris à rester focalisé et ne pas papillonner. Et ça, je crois que c'est très très important. Il faut pas changer de sujet tous les 3 ans. Ce qui fait qu'après San Francisco, j'ai continué bêtement à travailler toujours sur la même chose pendant 30 ou 40 ans. Non, mais pour revenir alors
à la qualité des mentors et à celle d'Isidore Edelman. Puis j'ai une anecdote que j'aime bien raconter parce qu'elle montre un petit peu son état d'esprit et comment il pouvait insuffler de l'enthousiasme aussi aux autres. Le contexte historique est aussi très intéressant. En 1972, c'était la guerre au Vietnam. C'était le moment où Nixon avait été réélu et c'était le début du Watergate. Mais à l'époque, on n'y croyait pas trop. Je me rappelle qu'au laboratoire, on avait la radio allumée tout le temps pour écouter les fameuses enquêtes du Sénat américain. Edelman, évidemment, était un anti-nixonien convaincu. Il était un démocrate pur sucre, hein, comme juif new-yorkais. Et il était opposé à Nixon comme c'est pas possible. Donc tout le monde dans le labo le suivait, bien sûr, là-dessus. Et tout à coup, un jour, on apprend que Nixon, à cause de la guerre au Vietnam, a décidé de couper ce qu'ils appelaient les training grants. C'était l'argent que le gouvernement, le NIH, donnait aux laboratoires pour payer la recherche des postdocs et des étudiants. Et donc, du jour au lendemain, le labo d'Edelman n'avait plus un dollar, plus un cent. Vraiment, été coupé très, très sévèrement, mais en 24 heures. Donc, ça a donné lieu à des scènes absolument incroyables. On a commencé à économiser. Avant, on dépensait le matériel sans compter. Tout à coup, il fallait vraiment économiser. Et une des mesures la plus ridicules qu'on avait prises, c'était de recycler les pipettes Pasteur. Donc, c'était quelque chose de tout à fait extraordinaire comme situation. Mais enfin bref, on continue à travailler dans ces conditions un peu difficiles. Et alors Edelman m'a fait venir dans son bureau et m'a dit « Oui, Bernard, on a quand même des difficultés d'argent, il faut que tu, comme tes expériences vont pas trop mal, tu devrais déposer une demande de subside. » Et il y avait une société régionale de cardiologie, c'est le Bay Area Transport Association, c'est pas quoi, c'était un truc local de la baie de San Francisco qui regroupait Stanford, UCSF, Berkeley, etc., dans le domaine de la cardiologie et de l'hypertension. Et puis il m'a dit, ben voilà les formulaires, tu remplis ça, tu me montres le projet, et puis on va le déposer le lendemain, bien sûr. Tout devait être fait dans les 24 heures. Alors je me précipite, je rédige mon projet, et puis évidemment, il y avait une dernière question qui disait pourquoi vous utilisez, quelle est la relevance de votre modèle expérimental, qui était la vessie du crapaud, pour étudier l'hypertension artérielle. Alors là, j'étais un petit peu bloqué. Donc je vais toquer à la porte d'Edelman. Je dis, mais qu'est-ce que je peux mettre là? Parce que vraiment, il n'y a rien à mettre. Et il me dit, oh, Bernard, don't worry. The toad bladder is the best system to study hypertension. Et alors tu mets ça. Alors j'ai mis ça, bien sûr, et puis le résultat, c'est qu'on n'a évidemment pas eu le grain. La sensibilité de l'époque était quand même moins grande à la recherche translationnelle ou potentiellement translationnelle, et personne n'arrivait à faire le lien entre quelqu'un qui étudiait une fonction rénale, mais dans un modèle d'amphibien très éloigné du rein de mammifère. Quelle pouvait être la relation avec l'hypertension artérielle? Aucune idée. Donc, non, on ne finance pas ce genre de recherche fondamentale. Ça montre bien que les choses, j'espère, ont évolué maintenant et que on va continuer à financer une recherche complètement libre, académique, indépendante de toute application. Parce que si on ne fait pas ça, on est cuit. Donc voilà, donc là c'est un exemple de la vision d'Edelman sur le futur de la recherche dans le domaine de l'hypertension et en particulier de l'hypertension sensible au sel. Alors voilà, donc ça c'était vraiment des années extraordinaires de formation et j'ai gardé un souvenir. Oui, bref, ça m'a déterminé pour ça m'a aussi
Oui, ça m'a déterminé définitivement à retourner à la recherche. Mais là, comme toujours, les choses ne se passent pas toujours aussi bien qu'on l'espère. Parce que dans l'optique d'Alex Muller, je devais rentrer à Genève, bien sûr. Je vais faire ma formation postdoctorale à San Francisco, et puis rentrer à Genève. Et puis, à l'époque, il y avait des postes de cliniciens, mais qui pouvaient faire un peu de recherche. Disons, c'était des cliniciens-chercheurs. Ce qui était très rare en Suisse à l'époque. C'était très fréquent aux États-Unis, mais très rare en Europe et très rare en Suisse. Donc c'était des positions assez intéressantes. Et puis on m'avait promis une telle position dans la division de néphrologie de Genève. Malheureusement, le chef de la division de néphrologie, Vera, a fait un infarctus dans les corridors de l'hôpital et paf, c'était fini. Et puis pour moi, c'était fini, parce que tout à coup, les plans ont changé et je n'étais plus, disons, j'avais plus ma place à Genève. Ça, c'était très dur quand même, parce qu'on est à l'étranger, on est assez isolé du pays d'origine, et puis on ne sait pas ce qui se passe, et puis il fallait trouver une place. Mais là, j'ai eu la chance de retourner à Lausanne dans le département de pharmacologie. À l'époque, c'était l'Institut de pharmacologie qu'avait créé Georges Peters, qui a été, si on veut, un troisième mentor pour moi au point de vue de l'enseignement au niveau prégradué, lors des études de médecine. Georges Peters était un enseignant extraordinaire, capable de... C'était un des seuls enseignants à l'Université de Lausanne qui m'a vraiment stimulé. Il était extrêmement critique sur la médecine, sur la recherche, et il nous apprenait beaucoup ce sens critique, comment disons, voir, examiner la littérature. Et j'avais beaucoup appris avec lui de ce point de vue-là. Et lui, il a été d'accord, enfin, il m'a proposé de rentrer à Lausanne, et il m'a laissé toute l'indépendance. C'est ça qui est aussi quand même génial, de développer mon propre groupe indépendamment de sa recherche. Lui, il faisait de la microponction. Il étudiait aussi l'effet de la rénine et de l'angiotensine, mais il m'a laissé développer complètement indépendamment mon propre groupe de recherche, qui était très petit parce qu'il était composé de 2 personnes au départ. C'était ma femme et moi. Et puis après, peu à peu, ça a grandi, mais on a commencé très petit, mais c'est comme ça qu'il faut faire. Mais totalement indépendant. Je pouvais faire vraiment ma propre recherche comme je le voulais, comme je l'entendais. C'est un privilège fantastique. Donc voilà, c'est comme ça que je suis retourné à Lausanne. Mais de nouveau, c'est les hasards, parce que si M. Vera n'était pas décédé, je serais à Genève, j'aurais probablement fait beaucoup plus de cliniques et moins de recherche, et puis je serais moins content maintenant. Je ne sais pas. D'un maître idéal, d'un bon maître? Bon, il faut stimuler, il faut être enthousiaste, il faut montrer une certaine direction et montrer qu'il faut s'y tenir. Il ne faut jamais décourager ses élèves. Il faut toujours les encourager, toujours trouver ce qui est positif, parce qu'en recherche, il faut quand même reconnaître que c'est assez déprimant. 95% des expériences ne marchent pas. Et un bon mentor est capable de tirer des expériences négatives plus que les expériences positives. En fait, c'est ce qui se passe en recherche. On tire beaucoup plus d'informations d'une expérience qui a raté, si on l'interprète bien, qu'une expérience qui a réussi. L'expérience qui a réussi, on est très content, ça flatte votre ego, vous avez bien réfléchi, magnifique. Alors il en faut, bien sûr, parce que comme ça, votre morale est maintenue. Mais 90% du temps, ce n'est pas le cas.
hein, l'expérience foire, soit que vous avez fait une erreur expérimentale, soit que votre hypothèse de travail était fausse. Donc le rôle du mentor, c'est vraiment de guider l'étudiant en lui disant, mais là, on peut comprendre pourquoi ça ne s'est pas bien passé, si c'est une erreur technique, ou alors si l'erreur est dans l'hypothèse de travail, on reformule une nouvelle hypothèse de travail et on la reteste expérimentalement. Donc c'est ça le rôle du mentor, c'est de maintenir la flamme vive chez l'étudiant pour qu'il ne se décourage pas, parce qu'il y a beaucoup plus de moments de découragement que d'encouragement en recherche. C'est, je crois, l'expérience de pratiquement tout le monde, c'est que c'est très rare qu'on vogue sur une vague positive pendant plus que 48 heures en recherche. Mais ça fait partie du charme de l'expérience aussi. Donc il faut que le mentor soit solide, comme l'étudiant, pour passer à travers ces moments difficiles. Donc c'est ça, hein, je crois, qui compte le plus pour un mentor, d'arriver à stimuler ses élèves en montrant qu'on peut y arriver. Et après, il faut un peu de chance de nouveau. Parce que souvent, c'est en recherche, c'est quand même ce que les Anglais appellent serendipity. Donc, c'est vraiment des observations inattendues qu'il faut saisir au bon moment, parce qu'il y a beaucoup d'observations inattendues qui passent à la trappe, parce qu'on se dit « Ah ben c'est pas ce que j'attendais, je laisse tomber ». Alors qu'au contraire, c'est peut-être cette observation inattendue, si on l'interprète bien, qui vous donne la clé du problème. Et c'est ça qu'il faut essayer d'apprendre aux gens, c'est que quand vous avez quelque chose qui ne correspond pas à ce que vous avez pensé, ce n'est pas forcément la mauvaise chose qui se passe, c'est peut-être la meilleure, mais il faut bien l'interpréter. Alors les cas de serendipity deviennent vraiment fantastiques à exploiter au point de vue de la recherche. Oui, bon, c'est clair qu'il y a quelques moments comme ça qui vous éclairent pour un bon bout de temps. Et le moment le plus génial, disons, dans ma vie de chercheur, c'est évidemment l'identification du gène du canal à sodium comme cause de la maladie de Liddle, du syndrome de Liddle. On doit dire syndrome, mais ou maladie. Enfin, syndrome, on ne connaît pas la cause, mais alors maladie maintenant, puisqu'on connaît la cause. Donc c'était à l'époque le syndrome de Liddle. Et là aussi, cette période-là a été vraiment extraordinaire, parce que moi, je suis un chercheur très pragmatique. Et peut-être pas très visionnaire, mais très pragmatique. Donc j'aime bien au départ qu'on ait des résultats quand même. Donc quand je suis retourné des États-Unis, bah, évidemment on doit publier, sinon donc il fallait quand même assurer le bread and butter, comme on dit dans le laboratoire, en faisant de la recherche qui pourrait être publiable. Et quand je me rappelle très bien, quand je suis rentré aux États-Unis, je me suis dit, le modèle de la cellule épithéliale, hein, il y a la pompe à sodium du côté basolatéral, hein, qui pompe le sodium vers le sang, et puis à l'entrée, il y avait un facteur X qui permettait l'entrée du sodium du côté apical. Aucune idée de ce que ça pouvait être, hein, en 1973-74, cette entrée du sodium apical. Aucune idée. Par contre, on avait déjà une bonne idée de ce qu'était la pompe à sodium. Elle avait été isolée par Scow en 10 ans avant, et on savait très bien comment la pompe fonctionnait. Donc je me suis dit, je vais orienter ma recherche sur la pompe à sodium, parce que c'est une molécule qu'on connaît, et on a développé donc toute une recherche sur la pompe à sodium pendant une dizaine d'années, qui a été une bonne recherche, et qui a permis de financer mon laboratoire. Mais évidemment, j'avais gardé l'idée qu'il fallait, une fois ou l'autre, quand même s'attaquer aux problèmes difficiles, qui étaient quel est l'élément
moléculaire qui détermine la conductance apicale. Et là, c'était un projet extrêmement difficile parce qu'on n'avait aucune idée de ce que c'était. Si c'était une protéine, on ne savait pas au monde ce que c'était. Elle était probablement représentée très très peu dans la cellule. Et il n'y avait pas de technique pour la cloner, pour l'identifier facile. C'était donc un projet sur lequel pas mal de labos planchaient. Il y avait une compétition. Il y avait le laboratoire de Lazunski en particulier, qui était notre compétiteur direct à l'époque, néanmoins ami. Et puis voilà. Alors l'histoire, la découverte là était aussi assez intéressante parce que il y avait, on avait quand même développé à Lausanne un centre de recherche qui était orienté sur le rein et la biologie moléculaire du rein. Il y avait assez peu de laboratoires qui faisaient de la biologie moléculaire dans le rein. Et il y avait donc pas mal de mes collègues américains qui venaient passer des séjours sabbatiques chez nous pour apprendre un petit peu ce que c'était que du RNA, du DNA, des choses comme ça. Et puis, en 88 ou 89, Larry Palmer, qui était un pur physiologiste, qui a fait très très bon travail à Cornell sur le transporteur, c'est un élève d'Edelman aussi du reste, était venu passer une année sabbatique à Lausanne et il avait en fait établi la méthodologie pour faire le clonage du canal à sodium. C'est-à-dire qu'il avait établi une technique électrophysiologique d'expression dans le oocyte, peu importe les détails techniques, mais qui donnait, disons, qui était la preuve expérimentale que c'était possible. Difficile, mais possible, d'identifier cette conductance apicale par clonage d'expression fonctionnelle, comme on le disait à l'époque. Et voilà, donc le projet, la technique était là. Là, c'est aussi intéressant du point de vue de l'histoire, parce que Larry Palmer, qui est un de mes meilleurs amis, est rentré à Cornell, et évidemment, il a déposé une demande de grant pour faire le clonage. Il avait quand même établi la technique chez nous. Et le grant a été refusé par le NIH parce que beaucoup trop risqué. Vous devez avoir cloné pour qu'on vous donne l'argent pour cloner. C'était ça, en fait, c'était un cercle vicieux impossible. Tandis qu'en Suisse, moi je travaillais sur la pompe à sodium, j'avais un bon financement là-dessus, puis je faisais le projet avec l'argent pour la pompe à sodium, ce qui n'était pas du tout possible aux États-Unis. Donc nous, évidemment, on a aussi continué de notre côté. Il s'agissait de trouver le postdoc qui voulait bien prendre un projet aussi impossible que celui-là, parce qu'on savait que ce serait très très difficile. Et là, de nouveau, les hasards. Je visitais David Warnock, qui était chef de la Renal Division à Birmingham, qui me dit « Ah, mais j'ai une postdoc extraordinaire, elle est péruvienne, elle s'appelait Cecilia Canessa. Elle a fait sa formation de néphrologie ici, mais comme elle est péruvienne, elle arrive au bout de son visa, elle doit absolument quitter le pays pendant quelques années ou à jamais, elle doit retourner au Pérou parce qu'elle ne peut pas rester aux États-Unis. Est-ce que tu pourrais la prendre dans ton labo? Je lui ai dit, oui, bon, pourquoi pas, hein. Il m'avait recommandé cette personne. Alors effectivement, c'était quelqu'un d'extrêmement... c'était un médecin, du reste, qui avait fait un petit peu de recherche à Birmingham, mais plutôt sa formation clinique, et qui est venu à Lausanne. Et comme j'étais pragmatique, je lui ai d'abord donné un projet relativement facile sur la pompe à sodium, qu'elle a fait très rapidement, avec grand succès. Et après, j'ai dit, bon, ben maintenant, il y a un projet bien plus difficile, qui est le clonage du canal à sodium. Est-ce que tu veux faire ça? Puis elle a dit, oui, j'y vais. Alors, elle a travaillé énormément, à vrai dire, 24 heures sur 24, pendant 7 jours sur 7, pendant 2 ans, presque une année et demie. Et elle était arrivée à cloner la première sous-unité du canal à sodium, la sous-unité qu'on a appelée alpha. Et on a pu publier ça dans Nature en janvier de 1993.
Ça, c'est aussi intéressant parce qu'on avait soumis le papier en juillet et ils nous avaient laissé gauger, comme souvent pendant des mois, sans aucune réponse. Puis tout à coup, on leur avait dit, mais il y a d'autres gens qui sont en train de faire la même chose, on va être scoopés, comme on dit. Et puis alors tout à coup, Nature s'était excité et puis ils avaient publié le papier. Donc ce papier était publié en 93, mais déjà en 92, on savait qu'il y avait 2 autres sous-unités. On savait donc que le canal, ce serait un hétéro-multimérique, une protéine hétéro-multimérique formée de 3 sous-unités. Parce que Cecilia avait été capable de cloner dans la foulée les 2 autres sous-unités, aussi un exploit technique assez considérable. Et il se trouve de nouveau qu'à cette époque, en 92, 92, il y a 2 papiers qui sont parus dans la littérature qui provenaient d'un laboratoire d'un Français émigré chez les Mormons, hein, Jean-Marc Lalouel, tu connais peut-être, Pierre, qui travaillait à Salt Lake City et qui faisait de la génétique parce que les Mormons ont des grandes familles, donc c'est idéal pour faire la génétique et des études de maladies mendéliennes. Et là, il y avait un papier signé par Xavier Jeune-Maître, avec Rick Lifton comme co-auteur du reste, et Jean-Marc Lalouel comme dernier auteur, qui montrait pour la première fois que le gène de l'angiotensinogène pouvait être en relation avec l'hypertension artérielle humaine dans la population générale. Hein. C'était le premier papier dans Cell en 92. Et puis la même année, Rick Lifton, lui, a publié aussi dans Nature, je crois, l'identification du gène qui causait le glucocorticoid remediable aldostéronisme, GRA. Et donc c'était la première maladie mendélienne causant une hypertension artérielle chez l'homme qui était identifiée. Hein, c'était la toute première. Donc je me suis dit ce serait peut-être intéressant de faire un symposium sur cette question, d'autant plus que David Warnock, que j'ai mentionné tout à l'heure, lui, il avait eu la chance de pouvoir étudier la famille, du Capring-Keps de Liddle. C'est-à-dire quand il est arrivé à Birmingham, il s'est retrouvé avec une cohorte de patients qui souffraient d'hypertension artérielle, c'était la consultation d'hypertension artérielle, et le Capring-Keps de la maladie de Liddle, qui était une noire, si je me rappelle bien, avait une hypertension artérielle avec une insuffisance rénale terminale due à l'hypertension. Et donc elle a été transplantée et David avait remarqué que la transplantation avait guéri l'hypertension complètement, il n'y avait plus besoin d'aucun médicament. D'où la conclusion que Liddle avait raison, c'était bien une maladie rénale. Mais il avait fait quelque chose de plus, David. Il avait la chance que cette famille était une immense famille, avec des sœurs, enfin bref, un énorme arbre généalogique. Il a collecté le sang pour l'ADN et il a étudié la transmission, disons, mendélienne. Il a constaté que c'était une transmission autosomale dominante. Et à ce moment-là, il a été contacté par Rick Lifton qui cherchait des choses à faire dans le domaine de l'hypertension artérielle et ils ont commencé à rechercher des gènes qui pourraient expliquer le syndrome de Liddle. Mais ils n'étaient arrivés à rien. Ils n'avaient pas pu identifier. Ils avaient testé différents gènes dans le système sympathique, le récepteur adrénergique, d'autres, je ne me rappelle plus, mais c'était négatif. Alors il s'est trouvé que à ce mini-symposium d'une journée sur hypertension et génétique qu'on avait fait à Lausanne, il y avait Rick Lifton, il y avait David Warnock, il y avait Pierre Corol, il y avait Xavier, etc. Alors, je me rappelle toujours, on s'était réunis avec Rick et puis David. Et alors nous, on leur a présenté nos résultats préliminaires sur ENaC. Et puis on s'est dit très vite, c'est un très bon gène candidat. Et puis Rick Lifton a tout de suite commencé le screening pour la sous-unité alpha. Et c'était négatif, donc c'était un petit peu la déception. La déception
habituel de la recherche. Mais heureusement, il y avait encore la bêta et la gamma à screener, et tac, bingo, il s'est trouvé que la bêta, une délétion du gène de la du C-terminal de la protéine, la soluté bêta de ENaC, était en fait la mutation pathogénique dans le Caprinceps de Lindell. Mais il y avait d'autres mutations dans d'autres familles pour la soluté gamma. Donc, on a eu très vite une image assez précise de la pathogénicité de ces mutations. Évidemment, quand j'ai appris ça, ça a été un jour assez remarquable, parce qu'avec le décalage horaire, David Warnock ne m'a pas tellement tenu compte du décalage horaire. Il m'a réveillé à 3 h du matin. C'était un 31 août 94. Et il m'a dit, ah, tu sais, c'est fantastique, c'est bon, le Lidl, c'est bêta. Alors là, évidemment, j'étais très content. C'était un très beau jour. Enfin, il y avait une relation entre la vessie du crapaud et puis l'hypertension. Vous avez parlé d'amis et compétiteurs dans la science. Est-ce que vous avez envie de commenter ça? Oui, c'est sûr qu'on vit de la compétition. Elle est très très rude en recherche fondamentale, beaucoup plus rude qu'on peut le croire. C'est le fameux publish-or-perish des Américains. Quand la compétition est fair play, ça va bien. Mais quelquefois, la compétition n'est plus fair play. Et elle devient plus fair play quand la compétition devient trop importante. Donc, quand la compétition est à un niveau, je dirais, normal, ça fait progresser la recherche. Parce que les gens voient ce que les autres font, vérifient ou contredisent ce qui a été fait. C'est comme ça que ça progresse. Quand la compétition devient trop grande, parce que le financement, et c'est la situation actuelle maintenant, en particulier aux États-Unis, quand le niveau de financement tombe tellement que la compétition devient vraiment une bataille pour l'argent, alors à ce moment-là, ça conduit, hélas, à une mauvaise science. Ça conduit à de la fraude scientifique, ça conduit à un comportement non éthique, où on se vole les idées, on se pirate, etc. Donc là, je suis évidemment pour la compétition internationale, je l'ai vécue, elle est souvent fair play, quelquefois pas tellement, mais le problème c'est que maintenant il y a un risque. Il y a un risque que trop de compétition va nuire à la qualité de la science plutôt qu'à l'améliorer. Oui, on a pas mal travaillé, on continue à travailler. De plus en plus du reste maintenant, maintenant qu'on est à la retraite. Mais oui, bon, si vous questionnez Michel, elle vous dira qu'elle a raison, qu'elle a été victime de son mari, dans un sens que pour les femmes, c'était très difficile de faire sa voix indépendante. Elle avait aussi fait de la médecine. Je l'avais connue comme secrétaire de l'association des étudiants en médecine, donc c'était une bonne occasion de se connaître. Et puis, bon, après, c'est vrai, elle a un peu suivi ma carrière plutôt que l'inverse. Donc, quand on était à Genève, elle voulait toujours travailler, malgré les enfants. Elle n'a jamais voulu arrêter de travailler, ce que j'ai encouragé toujours. Donc, elle a fait une thèse en physiologie à Genève. Même quand elle était enceinte, notre deuxième fille, elle devait faire des expériences dans la chambre, avec des chambres Dosing, avec du sodium 22. C'était quand même un peu risqué, donc c'est moi qui allais mettre le radioactif, puis après elle analysait les résultats. Mais bref, elle travaillait en physiologie. Quand elle était à San Francisco,
elle a aussi trouvé une place en physiologie, elle a travaillé. Et ensuite, quand on est rentré en Suisse, au début, elle a trouvé une place dans le même labo que moi à Lausanne, chez Georges Peters. Et on a publié ensemble un certain nombre d'articles. Et on s'entendait très bien, c'était pas là le problème. Le problème, c'est que c'est difficile d'être mari et femme dans un même labo, dans un même groupe, dans un même département, parce qu'il se crée quand même des risques de népotisme, etc. Et il se trouvait qu'en pharmacologie, il y avait 3 collègues, 2 autres collègues qui avaient aussi leur femme qui travaillait, dont le chef du département avait sa femme qui travaillait avec lui. On se rendait compte que ça devenait difficile. Donc Michel a dit non, moi j'arrête ça, je vais faire ma voie indépendante. Donc à ce moment-là, elle a fait de la chimie clinique, elle est devenue, elle a fait sa propre voie, elle a fait de la fertilisation in vitro, elle a fait toutes sortes de choses. Et puis, heureusement, elle a pu développer en toute indépendance sa propre voie, ce qui était très important. Mais c'est vrai qu'au début, au niveau des premières années, c'est moi qui ai un petit peu imposé mon agenda. Maintenant, on est sur le même agenda. Et on travaille maintenant beaucoup ensemble. Elle a pris sa retraite en même temps que moi, il y a 5 ans. Oui, 5-6 ans. Et on a un grand projet dans l'enseignement à distance, de e-learning, e-training. Du reste, Pierre, je pourrais te montrer ce qu'on fait, ça t'intéressera peut-être. Et ce qui fait que ça, on peut travailler à la maison, très agréable. On a notre bureau là-haut, on a la vue sur le lac. Et on peut travailler sur le serveur à distance, pas de problème, pour développer des modules d'enseignement à distance dans le domaine des sciences de la vie. Alors on a créé une fondation à but non lucratif avec mon ami de toujours, Jean-Pierre Crenbull, le frère du sculpteur. Et avec cette fondation, on développe ces enseignements. En pharmacologie, en toxicologie, en néphrologie, en immunologie. Et ça, c'est une activité qui est parfaite pour le retraité. Parce qu'on a quand même... Bon, en recherche, il faut dire, vu la compétition, à un moment donné, on s'épuise un petit peu et puis ça devient de plus en plus difficile. Donc moi, j'ai pas voulu... à un moment donné, je me suis dit, il faut arrêter avec la recherche. Donc, Aus meinen Tränen sprießen viel blühende Blumen hervor. Und meine Seufze werden ein Nachtigallenchor. j'arrête définitivement avec la recherche en décembre cette année. Parce que mon financement à ce moment-là sera terminé, donc phasing out, comme dit un de mes amis, Olaf Pongs. Donc je suis en phase de phasing out pour la recherche, et puis j'essaye en transition d'augmenter mon implication dans l'enseignement. Dans l'enseignement, je pense qu'on garde un petit peu plus longtemps des compétences et l'expérience. Et puis de développer des nouveaux systèmes d'enseignement, ça m'intéresse. Et donc là, on se retrouve avec ma femme à développer ça ensemble. Alors voilà, donc pas si mal. Et c'est un système d'enseignement à distance pour la Suisse, pour tout le monde? Alors, on développe au niveau prégradué en Suisse, donc à l'École Polytechnique Fédérale, à l'Université de Lausanne, à l'Université de Genève. Aussi dans le cadre de ce nouveau réseau suisse qui s'appelle nccrkidney.ch. C'est un réseau de recherche qui comprend les 5 universités suisses, les 5 hôpitaux universitaires, qui est dirigé par François Verret, qui est le chef du département de physiologie à Zurich. Et là, dans ce
dans ce programme, c'est évidemment essentiellement de la recherche, mais il y a spécifiquement un programme d'enseignement pour les étudiants PhD, postdoc, au MD-PhD, et on développe dans ce cadre-là, ça va commencer au mois de septembre, on développe un programme intitulé Basic Principles in Nephrology. C'est en anglais, évidemment. Et ça, c'est pour les étudiants qui sont dans ce réseau de recherche en Suisse. Et évidemment, comme ils sont distribués à différents endroits de la Suisse, c'est très avantageux de pouvoir travailler à distance. Mais c'est clair qu'on développe aussi des programmes en Europe. Jean-Pierre Kenbuhl, dans le domaine de l'immunologie et des maladies infectieuses avec l'Institut Pasteur, et Philippe Sansonetti. Et puis aux États-Unis, le NIH a soutenu nos efforts pour le domaine du sida. Et donc il y a des grands programmes aux États-Unis dans la formation pour les laboratoires qui s'occupent du sida, etc., qui utilisent notre système. Et puis, on espère maintenant, ça c'est l'idée, les pays développés financent les modules, finalement, et puis après, on va pouvoir utiliser ces modules d'enseignement dans les pays en voie de développement. Et on a le projet avec Michel de pouvoir aller au Cameroun au mois d'octobre pour explorer la possibilité d'établir là-bas du e-learning dans une faculté de médecine du Cameroun. Alors ça, ce serait évidemment la chose, le but ultime, c'est de pouvoir faire bénéficier les pays en voie de développement d'un enseignement à distance. Pour eux, ça peut être un énorme avantage parce que pour autant qu'ils aient, disons, une infrastructure minimum au point de vue réseau, et ça c'est la première chose qu'ils font en général dans ces pays, après ça tourne. Donc voilà. Vous vous amusez? Oh oui. J'espère encore quelques années. Ben ça reste une des... Oui, c'est une des choses fantastiques dans la... Disons, si on parle de la recherche, il y a l'amitié en dehors de la recherche, mais dans la recherche, les collaborations et les amitiés qui se nouent c'est une conséquence très agréable de la recherche. J'ai fait connaissance d'énormément de monde. Je crois que c'est le cas de beaucoup de scientifiques, par le côté international de la recherche. On est mondialisé bien avant tout le monde, la recherche, et on apprend à connaître des gens extraordinaires, et qui deviennent quelquefois des collaborateurs de long terme et souvent des amis. Donc ça c'est aussi génial. Je me rappelle là aussi une anecdote où une amitié s'est créée grâce à la recherche. On venait de cloner, d'identifier le canal à sodium. Et je crois que c'était même pas publié, mais il y avait eu des rumeurs. Donc, comme toujours, c'est pas toujours tout secret avant que ce soit publié. Et je reçois un téléphone d'un Américain, Rick Boucher, qui me dit « Ouais, est-ce que je peux venir vous voir? J'aimerais bien discuter du canal à sodium, on a un projet, etc. » Je dis oh, je le connaissais vraiment pas du tout, parce qu'il ne travaillait pas dans le rein, en fait il travaillait dans la mucoviscidose. Je ne le savais pas du tout, mais je l'invite bien sûr à Lausanne et on commence à discuter. On a été dans un petit restaurant là sur la côte. Et puis, je me suis aperçu que c'était tout à coup, je me suis aperçu qu'il y avait un autre monde qui était le monde de la respiration et de la physiologie respiratoire, et que déjà depuis de nombreuses années, les gens avaient identifié un canal à sodium dans les voies respiratoires, et que ce canal à sodium jouait un rôle très important dans la mucoviscidose. Et alors, on a décidé de collaborer, et effectivement, bingo, a pu démontrer que le canal ENaC joue un rôle très très important dans la mucoviscidose, qui est un déficit du transport de chlore, mais secondairement entraînant une hyperréabsorption de sel dans le poumon. Et c'est ENaC qui est aussi exprimé dans le poumon. Donc tout à coup on a eu un lien avec une autre pathologie importante qui était la mucoviscidose. Ça aussi c'était une très grande
C'était pas attendu parce que moi j'étais dans mon rein, dans mon hypertension, dans mon aldostérone et tout à coup il y a un physiologiste respiratoire qui vient et on commence à collaborer et on est devenus très très bons amis. Donc voilà, ça c'est le bonus de la recherche. Mais il y a les autres amis qui sont indépendants de la recherche et qui sont tout aussi importants, si ce n'est plus. Mais il y en a peu. Les amis, mais toujours peu, oui. Ouais. Les vrais amis. Les vrais amis, voilà, exactement. Et ça change, mais les vrais qui durent pendant 40 ans, 50 ans, il y en a peu. Moi, j'en ai qu'un. Mais il est très bon. Oh, je peux essayer, mais évidemment, c'est vieux. Hein. Donc, mon expérience clinique était 4 ans à peu près, entre 1969 et 73. Donc une partie à l'hôpital de la Chaux-de-Fonds une année, ensuite 2 ans chez Alex Muller, et puis encore presque une année à San Francisco. Ça, c'est mon expérience clinique. Donc j'ai une expérience en fait de hospitalière. Hein. Je n'ai pas l'expérience de la pratique médicale privée. C'est donc une expérience un peu spéciale, mais j'ai beaucoup aimé cette période, à vrai dire. J'aimais beaucoup le contact avec le patient. Je ne sais pas s'il aimait le contact avec moi, mais je l'aimais beaucoup. Je trouvais ce qui était particulièrement important, c'était une discussion des enjeux, du traitement, du diagnostic, de faire comprendre ce qui se passait au malade et qui, lui, nous donne son feedback. Et puis on entretenait à ce moment-là une relation qui était très, très fructueuse. Quand on pouvait faire quelque chose, on était encore plus content, évidemment, parce qu'on avait l'impression de pouvoir traiter les gens et arriver à un résultat. Maintenant, je pense que les possibilités thérapeutiques ont encore vraiment beaucoup augmenté depuis cette époque. Mais bon, parce que vous savez, la thérapeutique jusqu'en 1950, c'était pratiquement la morphine et puis la digitale. C'était à peu près tout. Mais avec l'arrivée des antibiotiques, il y a quand même eu un sacré changement. Et ça, je l'ai très bien vécu à Genève parce qu'on commençait vraiment à utiliser les antibiotiques avec une certaine intelligence et on voyait les résultats fantastiques pour les maladies infectieuses. Donc, ça, c'était une expérience très satisfaisante de pouvoir voir des gens pour lesquels on faisait vraiment quelque chose et on voyait la différence. Et ils étaient en général reconnaissants. Maintenant, il y avait évidemment tout le reste des autres maladies pour lesquelles on ne faisait pas faire grand-chose. Et là, la relation reste quand même très importante parce qu'on essaye d'expliquer aux gens pourquoi on ne peut pas faire grand-chose et comment ils doivent s'habituer à leur état. C'est aussi partie de la médecine clinique. Donc, moi, j'adorais la médecine clinique, à vrai dire. Je l'aimais beaucoup. Mais c'était très difficile à l'époque d'allier médecine clinique et recherche, en tout cas en Europe et en Suisse. Alors qu'aux États-Unis, c'était beaucoup plus facile. Mais donc, pour moi, il a fallu choisir à un moment donné entre recherche et clinique. Et puis j'ai choisi la recherche. Mais c'est vrai que c'est pas si facile le choix final quand même entre les deux parce que j'aimais beaucoup la clinique, j'aimais beaucoup le contact avec les patients. Ouf, beaucoup de choses. Non, j'aime beaucoup les arts plastiques, la sculpture, la peinture. La musique, j'aime beaucoup aussi, mais je suis nul. C'est ma femme qui est la musicienne. Mais j'aime beaucoup la musique, et la voix humaine en particulier. Je pense que c'est le plus bel instrument qui existe. Donc, quelque chose qui n'était pas très sensible, c'est l'opéra. Puis en vieillissant, on devient sensible à l'opéra. Ouais, on
en Italie, vous connaissez ça. C'est vrai que c'est magnifique. Donc, oui, donc les arts, oui. La lecture, j'aime bien aussi, mais pour le moment, je ne lis pas encore assez. Je pense que ça pourrait être la dernière phase de ma vie, quand j'aurai arrêté de faire de la recherche, l'enseignement et le reste, et le sport, et que je serai pré-alzheimériser. Donc là, il faudra peut-être encore juste prendre le temps de lire. Il y a beaucoup de choses que j'aimerais lire que je n'ai pas lues. Et je suis assez inculte, en fait. Ouais, je dois l'avouer. Je lis beaucoup moins que ma femme, par exemple. Et voilà. Donc, j'ai toujours été tellement monomaniaque, focalisé sur ma recherche, que c'est vrai que c'est un handicap. Mais maintenant, peu à peu, les horizons s'ouvrent. Peut-être que je vais lire Jean-Jacques Rousseau dans l'édition de la Pléiade, ou Dieu sait quoi. On verra. Il y a de la poésie. Il y a de la poésie dans tout. Oui, oui, tout est poétique. Ça dépend comment on prend les choses. Mais, ouais, tout peut être poétique. Disons, bon, il y a la poésie en tant que telle, mais ouais, comment définir la poésie, c'est difficile. Mais c'est quelque chose qui est un petit peu au-dessus du reste, qu'on expérimente. C'est une expérience de vie, hein, la poésie. Moi, je ne vois pas la poésie comme des textes, simplement. Bon, mais, surtout que là, souvent, je suis perdu. Mon caractère rationnel. Mais c'est une musique, si on veut. La poésie, c'est une musique. Et finalement, les mots peuvent être une musique aussi. Donc, si on reste à cette définition de la poésie comme une musique, beaucoup de choses sont poétiques, peuvent être poétiques. Même une sculpture peut être poétique, comme celle que vous avez vue tout à l'heure. Ça, c'est très poétique, finalement, de voir une pyramide s'agiter et faire des sons. C'est très poétique. Et ça, oui, moi, quand je vois quelque chose comme ça, ça me suggère des tas de choses. C'est ça que je pense, ce que le poète veut nous faire vivre, c'est de suggérer un certain nombre de choses qui sont indépendantes de la réalité matérielle, de la recherche pure et dure. Donc oui, la poésie, c'est bien. Et en plus,